officiellement bienvenue. Ça fait Et plaisir. bonne année. Et bonne année. Ça fait plaisir de voir des visages qu'on n'a pas vus depuis longtemps, notamment Christian. Hugo, bienvenue. Karim, bienvenue aussi. Ça va être un webinaire intimiste aujourd'hui. Et ça va être aussi avec beaucoup de plaisir qu'on va vous présenter quelque chose qui nous tient à cœur, Elisabeth et moi, qui est l'index MeTooWe. Et l'idée ce soir, c'est de vous présenter comment vivre soi-même l'intelligence collective et la faire vivre autour de soi. Cet index est issu donc d'années effectivement d'intervention avec Jean-François où nous avons constaté certains manques ou certains besoins, dirons-nous, dans les équipes et les organisations. Hop là, excusez-moi, c'est un peu avancé trop vite. Voilà. Et bienvenue donc à... On a Faten qui nous rejoint là à l'instant. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. On en est juste à l'inclusion, donc c'est parfait. D'accord. Donc, l'idée ce soir, c'est de vous présenter cet index. L'idée ce soir, c'est de vous en présenter le contenu et le sens. Et comme le disait Elisabeth, commençons tout d'abord par vous raconter l'histoire. Elisabeth et moi sommes des partenaires de travail et nous, depuis 2019, alors qu'on se connaît depuis 2015, qu'on a eu de multiples occasions de travailler ensemble, depuis 2019, on a fait émerger un modèle qui nous semble être, pour nous, la base de l'intelligence collective. Et ce qu'on a découvert n'était pas ce qu'on avait appris, en fait, sur l'intelligence collective. Mais avant de vous en dire plus, on va passer par un petit moment de cadrage de ce webinaire en posant les règles du jeu. Alors, la première, c'est que, évidemment, vous êtes libre de participer autant que vous voulez. Comme je le disais, Faten, si tu es… Donc, le webinaire est enregistré. Si tu te sens à l'aise, tu peux garder ta caméra ouverte. Si tu préfères l'avoir éteinte, sachant que le webinaire sera publié. Donc, sentez-vous libre de participer à ce qu'on va vous proposer. Sentez-vous libre de participer jusque là où vous voulez et de ne pas participer quand vous ne voulez pas, tout simplement. On essaye, Elisabeth et moi, de rendre ces webinaires les plus expérientiels possibles et c'est pour ça que cette invitation vous est faite. La bienveillance, Elisabeth ? Bienveillance et accueil inconditionnel, dirais-je, pour ce qui se passe ici, sans jugement, avec chacun de nous a le droit d'avoir ses opinions, a le droit d'avoir ses perceptions, et vraiment en tout alignement et authenticité. Tout est OK et nous sommes là pour des partages à parité. C'est super important parce qu'on va vous présenter un modèle et le risque, ce serait de croire que c'est le modèle de référence ou que c'est ça qu'il faut faire. Non, c'est une modélisation. D'ailleurs, on va en parler au congrès de la PNL dans 2 semaines. C'est une modélisation, c'est-à-dire que c'est l'objet, c'est le fruit de ce qu'on a observé au fur et à mesure de ces années. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ça veut juste dire que c'est une extraction de notre expérience pour dire, mais au fond, si on regardait au fond ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit ? La deuxième, la co-responsabilité. Elisabeth et moi, on l'a déjà fait, pas dans cette forme-là, on l'a déjà dit, mais ce qui va s'y passer, ça dépend de nous tous. C'est-à-dire qu'en fonction des personnes qui sont là, le projet de ce webinaire évolue en fonction de vos questions, en fonction de vos attentes, ça évolue. Et donc, c'est un projet qui va durer 1 heure et qui sera co-responsable. Et la confidentialité, comme vous l'a dit Jean-François, si vous souhaitez éteindre vos caméras, ne pas apparaître, il n'y a aucun souci. Ce qui pourrait aussi émerger dans certains partages, si vous souhaitez que ce soit coupé au montage, ce le sera. Voilà, il y a vraiment un cadre sécure sur ce qui peut être partagé ici. Et on y viendra tout à l'heure. Qui parmi vous a déjà passé son index MeTooWe en ligne? Est-ce que vous l'avez passé? Faten, Karim, Hugo? Moi, non. Okay. Le meilleur reste à venir. Alors, avant de démarrer,
Excuse-moi, Elisabeth, tu disais? En aucun cas, les résultats ne sont partagés. Voilà, à l'extérieur. Alors, on a la chance déjà de connaître Christian, qu'il nous connaisse aussi, Hugo aussi, Karim un peu moins, Faten un peu moins. Juste pour que vous en sachiez un peu plus sur nous, Elisabeth est donc facilitatrice et formatrice de facilitatrice en intelligence collective. Elle est aussi master trainer en PNL et est située du côté de Cannes et du Tigné. Ça, c'est pour Karim, effectivement, vous êtes assez proches. Et nous avons la chance, elle et moi, de faire partie de l'équipe, la leadership team de Robert Dilts, de la SFM Leadership Team de Robert Dilts, que vous connaissez sûrement, autour du développement de la PNL. Pour ma part, eh bien, je suis Jean-François Thirier, je suis aussi formateur, facilitateur et formateur de facilitateurs, et je suis aussi superviseur de coach. Ça, c'est aussi, ça fait partie de ce travail. Alors, commençons maintenant que les présentations sont faites, en tout cas de notre côté. Qui est là ce soir? On avait envie de vous demander, on l'a déjà un peu fait avec Christian et Karim et Hugo. Juste, Faten, d'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que tu assistes à ce webinaire? Je suis tunisienne, mais j'assiste depuis Bruxelles. Je suis en Belgique. D'accord. En mission, je suis consultante. Et, voilà, donc voilà. Ok. Donc, grâce à toi et Christian, vous rendez ce webinaire international. C'est génial. Oui. Alors, ce qu'on aimerait aussi vous demander, c'est si, comme on est un petit groupe, c'était une des prévisions, puisque sur 12 inscrits, on sait qu'il y a un pourcentage minimum de personnes qui se présentent. Si vous aviez une attente en particulier à partager avec nous autour de votre présence ce soir, est-ce que vous pouvez la partager avec nous dans le chat? OK. Juste tapez dans le chat, voilà mon attente, voilà pourquoi je suis là. Voilà ce que j'aimerais obtenir et entendre, peut-être comprendre, découvrir d'ici ce soir. Je peux la partager à haute voix. Hein. Alors, voilà, si vous voulez aussi, bien sûr. L'idée de le faire par écrit, c'est que nous, ça nous permet d'en garder une trace. Ah, d'accord. C'est à des fins mnémotechniques. Vous pouvez les dire à haute voix, mais vous pouvez aussi les écrire. Ça nous aide à en garder la trace et nous assurer que… En fait, pour moi, j'ai deux attentes. Je découvre, mais ce n'est pas toute la session, je découvre le Me to Me, c'est ça? Oui, Me to We. Le Me to Me, c'est ça, j'aime bien le jeu et le nous. Et je veux bien avoir beaucoup plus d'informations sur la formation facilitateur en intelligence collective. D'accord. OK. Merci. Merci, Faten. Karim en savoir plus, super aussi. Élément le plaisir de la démarche et la manière de le mettre en œuvre. Super. Merci, Christian. Et Hugo, les clés pour être un bon facilitateur, outils, modèle, posture. Super. Merci beaucoup. Super. Est-ce qu'on a entendu… Ouais, ok, Karim aussi en savoir plus sur l'utilité du modèle. Bon, ça va parce que c'est assez en phase avec ce qu'on avait envie de vous présenter ce soir. Et je vous propose dans ce cas-là de démarrer. Alors, hop. Pour démarrer, on aimerait vous solliciter sur cette question. Elisabeth? Donc, quels sont les facteurs de réussite d'un collectif? Vous pouvez pour ça, pour vous connecter à une expérience que vous avez vécue, soit une expérience au sein d'un groupe, d'une équipe qui était vraiment waouh, génial, où vous vous sentiez bien, où les résultats ont été atteints, voire dépassés par rapport à vos prévisions, ou alors à l'opposé, vraiment un moment où vous étiez en crash, où ça a été une catastrophe, entre guillemets, où vous vous sentiez mal, où vous n'avez pas atteint vos résultats. Voilà, vous pouvez réfléchir, percevoir à partir de ces deux postures. Donc, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un collectif est vraiment au mieux de ce qu'il peut être ou pas? Si vous pouvez avoir au moins un facteur clé chacun, ce serait top. Vous en avez peut-être plus. Mais pour vous, individuellement, donc là, on vous demande à vous en tant que personne, qu'est-ce qu'il vous faut au cœur d'un collectif pour que ce soit génial?
Donc, on prend peut-être une petite minute pour ça. Ok, Karim. Et concernant la cohésion, qu'est-ce qui permet, selon toi, quel est le facteur de réussite de la cohésion? Qu'est-ce qui permet cette cohésion? Donc, effectivement, si vous pouvez le poser dans le chat, c'est parfait. Comme ça, encore une fois, on l'a sous les yeux. Que vous soyez d'ailleurs au cœur d'une équipe dans une organisation ou en tant qu'accompagnant, hein. La confiance en soi, la confiance dans le collectif et la confiance dans l'avenir. Ça me rappelle quelque chose, Christian. Une énergie et une direction commune, oui. Que chacun trouve sa place. Trouve sa place. Le partage, l'attention et la bienveillance, dit Faten. Ouais. Vous pouvez commencer à percevoir là-dedans, dans ce que vous proposez. Est-ce que c'est à titre individuel? C'est-à-dire que chacun des membres de l'équipe devrait toucher cette capacité, cette compétence, ces valeurs, etc. Ou est-ce que ça touche plus particulièrement le collectif dans sa globalité? Où est-ce que vous mettez le curseur? Est-ce qu'il s'agit d'une capacité, encore une fois individuelle, ou est-ce qu'il s'agit d'une valeur, d'une vision, de quelque chose d'autre? Pour commencer à poser les bases d'une réflexion. Parce qu'en fait, au cours de ces dernières années, avec Jean-François, nous nous sommes rendus compte qu'au-delà de vœux ou d'intentions ou de fun ou d'amusement, parce que c'est vrai que quand l'intelligence collective émerge, on peut vraiment partager des grands moments de joie. Au-delà de ces intentions, de ces événements, bien souvent, ça bloque. Et ça bloque plus ou moins tôt à un niveau très spécifique qui est le niveau des capacités individuelles de chaque individu en présence. Et pour faire le lien avec un outil que Christian utilise, une formation qu'il a suivie, qui est Péricéo, qui touche au niveau logique de la pyramide de Diels, le Me-to-We vient renforcer le niveau des capacités. C'est pas parce qu'on est d'accord avec la vision de l'équipe ou de l'organisation que chacun des membres en présence a la capacité d'atteindre ou d'avancer vers cet objectif, vers cette vision. Donc, ça renvoie vraiment à des prises de conscience individuelles. Alors, comme le dit Hugo, cette observation et ce modèle vient complètement contredire ce qu'on nous avait appris. Et ça ne veut pas dire que c'est opposé. Nous, on avait appris que l'important, c'était la sécurité psychologique, c'était la diversité, que c'était la présence de femmes dans un collectif, notamment par rapport à l'intelligence émotionnelle. On nous avait dit que c'était lié à la capacité d'un groupe à faire tourner la parole dans le groupe. On nous avait donné plein de facteurs que je vous invite à revoir autour de ce qu'on a appelé l'étude Aristote de Google, qui cite des éléments liés à l'organisation et liés à l'organisation du collectif. C'est vrai, ils sont importants. Mais ça, ce qu'on a observé, Elisabeth et moi, c'est que si ces facteurs sont là, c'est bien, mais s'ils sont là, ce n'est pas suffisant. Et s'ils sont là, ils sont souvent liés à un niveau un peu plus profond à ces capacités individuelles dont nous allons nous parler. Ce n'est pas parce que je sais que la diversité c'est bien et que j'ai intérêt à travailler à parité entre hommes et femmes par exemple, qu'au sein d'une équipe, je vais forcément en avoir la capacité, la facilité, aller vers ou intégrer les différentes postures, etc. Donc, de ça est né ce travail que nous, on a formalisé avec cette notion de maturité de l'intelligence collective. Oui. Oui, parce que ça renvoie aussi au début du coaching, hein, il y a pas mal d'années maintenant. Il y a une espèce de phase d'euphorie où on se dit, ça y est, c'est le Graal, ça va forcément marcher, sauf que non, ça ne va pas forcément marcher sur le long terme dans les équipes ou dans les organisations, ou si ça marche par rapport à un certain temps,
tôt ou tard, on ne grandit pas tous, on n'avance pas tous à la même vitesse, et tôt ou tard, il va y avoir quelque chose qui bloque et qui renvoie à ses capacités individuelles. Et c'est aussi donc de la modélisation, hein, de l'observation d'équipes qui fonctionnent de façon excellente ou au contraire qui ont été en difficulté. Le modèle qui est né, Elisabeth et moi, on s'est rendu compte que ce modèle, en fait, il existait déjà. Et c'est-à-dire que quelqu'un avait posé des mots sur ce que nous, on avait observé. Et c'est très frustrant. Quand vous passez du temps à faire émerger un modèle et qu'à la fin, vous dites, mince, il existe déjà. La différence, et ça peut répondre peut-être à la question de Christian, c'est qu'aujourd'hui, avec Me2We, vous êtes, en tant que consultant facilitateur, vous êtes capable non seulement d'avoir un questionnaire que vous pouvez proposer à vos clients, vous êtes capable d'avoir un séminaire qui permet de faire vivre avec l'intelligence du corps les étapes qu'on va vous présenter ce soir. Et ce qui fait vraiment la différence, bon, ok, il y a déjà quelqu'un qui l'a inventé, mais ce qui fait la différence, c'est que, ok, il y a quelqu'un qui en a parlé, mais est-ce qu'il y a des gens qui savent le faire vivre à leurs participants, à leurs clients, pour qu'ils le ressentent dans leur corps, pour que ça fasse sens, que vraiment les gens intègrent, grâce au dispositif questionnaire, séminaire, suivi, eh bien d'avoir quelque chose qui, quelque part, est un peu une sorte de boîte à outils, de cheminement qu'on peut proposer avec des étapes, avec des outils à chaque étape de l'accompagnement d'un client. C'est le principe de MeToo. Et ce qui existait déjà, entre guillemets, ce sont les mots et les postures. Il y a des modèles sous-jacents et un des modèles, c'est l'AT, l'analyse transactionnelle. Mais ensuite, il y a effectivement tout ce questionnaire et tout ce que vous avez en ligne qui a été créé quelque part. Il y a aussi une autre dimension sur laquelle nous travaillons depuis un moment avec Jean-François, et il y a eu des précurseurs, c'est toute la dimension corporelle, somatique. Nous savons aujourd'hui, par les neurosciences notamment, que le corps, c'est avant la tête, bien souvent. Et bien souvent, dans cette approche générative, lorsque nous demandons à nos clients c'est quoi le problème, c'est quoi les symptômes, ou qu'est-ce que tu voudrais, ou parfois les personnes ne savent pas poser des mots, mais savent le montrer avec un geste. Et c'est à partir du geste qui émerge de ces personnes-là que la prise de conscience a lieu juste après, même à une fraction de seconde près, hein, mais voilà. Il y a des travaux notamment qui nous ont passionnés d'une grande dame qui s'appelle Wendy Palmer, qui vient juste de décéder, où l'idée, c'est vraiment d'être attentif à ce qui se passe dans notre corps. En fait, c'est le moyen de reconnecter à notre cerveau le cognitif, l'intelligence corporelle et l'intelligence émotionnelle. Et ça fait toute la différence. Alors, l'index que vous avez en ligne avec ce profil d'équipe, oui, ça, c'est cerveau gauche, c'est passionnant et ça permet aux personnes de se rencontrer aussi, mais toute la dimension somatique qui est aussi ludique, hein, avec l'utilisation du corps, débloque vraiment des situations auprès d'équipes, hein, où permet à des personnes de prendre conscience de ce qu'elles n'osent pas faire, de ce qui bloque pour elles, ou du fait qu'elles n'osent pas aller vers les autres, etc., etc. Donc, ça fait vraiment une différence à ce niveau-là. Alors, cette définition de la maturité individuelle qu'on définit comme la capacité à alterner des postures de dépendance, de contre-dépendance, d'indépendance et d'interdépendance, eh bien, nous allons vous les présenter. Et ça commence d'abord par ce qu'on a appelé, nous, la dépendance. Et à chaque fois, vous verrez un petit dessin. Hein, Alors, ce questionnaire peut aller beaucoup plus loin que les simples équipes. Ça peut être lié à l'environnement, à la RSE, à toutes ces problématiques aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a choisi une symbolique qui a trait au végétal. Hein, mais voilà. Donc, la dépendance, c'est exactement cette phase. Vous pouvez penser aussi à un bébé ou à une graine qui n'a pas encore commencé à germer, où la confiance, quelque part, est nécessaire. Je peux me mettre en dépendance vis-à-vis de toi. Je peux te faire confiance. Mais parfois, ce n'est pas possible. Au niveau des équipes, au niveau des groupes, il peut y avoir des difficultés.
Donc, si au sein d'une équipe, vous sentez qu'il y a un manque de cohésion, par exemple, qu'il y a un manque de possibilité de se mettre en relation, qu'il y a un manque de communication, c'est peut-être parce que les personnes n'arrivent pas à se faire confiance. Ce qu'on n'a pas encore précisé et qui est aussi fondamental, c'est que dans chacune de ces postures, il y a une dimension porteuse et une dimension plus pénalisante. Rien n'est parfait. Et il s'agit de savoir adopter dans une équipe la bonne posture au bon moment. Par exemple, je suis dans une équipe depuis plusieurs années. Je connais chacun de mes collègues, chacun est expert dans son domaine. Je peux faire confiance, je le sais. Ce qui ne serait pas normal, peut-être en termes d'indicateurs, c'est que je n'ai pas cette capacité à faire confiance. Mais par contre, si au bout de X années, je suis toujours dans la méfiance, justement, là, c'est le symptôme de quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas porteur, qui n'est pas sain, d'une difficulté à mettre à jour au sein de l'équipe. L'enjeu de la confiance dans les organisations, c'est que quand on a confiance, on peut se montrer vulnérable. Et quand on peut se montrer vulnérable, on peut me parler des vrais sujets qui nous posent problème. Tandis que s'il n'y a pas de confiance et que c'est plutôt de la méfiance, on va avoir des comportements qui vont être des comportements de compensation. C'est-à-dire, je vais me montrer plus fort que je ne le suis vraiment, je vais cacher mes erreurs, je vais cacher mes échecs, je vais cacher les vraies problématiques parce qu'il n'y a pas suffisamment de confiance pour que j'ose être vulnérable et que je parle de ce qui est réellement important. Donc, l'étape de la dépendance, elle est clé dans cette notion de quel est mon niveau quelle est ma capacité à faire confiance, quelle est ma capacité à donner ma confiance, quelle est ma capacité à recevoir la confiance des uns et des autres. Et ça, c'est vraiment une clé de départ dans toutes les dynamiques de groupe, comme le disait Karim, sur la notion de cohésion. S'il y a de la confiance, je peux être vulnérable et je peux me montrer tel que je suis. Et à l'inverse, ce n'est pas parce qu'on sait que pour atteindre un fonctionnement en intelligence collective, la cohésion est nécessaire, c'est pas parce que ça c'est clair qu'on est au clair avec le fait que chacune des personnes a cette capacité à faire confiance. Et ça, par la dimension somatique, par un petit atelier somatique, c'est très vite mis en évidence. Alors ensuite, on va parler de la contre-dépendance. La contre-dépendance, si je peux me montrer vulnérable et si je peux parler des vraies problématiques, alors je vais pouvoir potentiellement rentrer dans des confrontations et rentrer dans cette contre-dépendance, c'est-à-dire la capacité à rentrer en réaction, à dire non, à dire stop, à dire non, mais attendez, là, ça ne va pas du tout. Et ça va créer dans les organisations une culture de la confiance autour du conflit. Le conflit en soi n'est pas mauvais. Le conflit n'est pas le problème. Le conflit, le problème, c'est la manière de gérer les conflits. Donc, dans cette phase de contre-dépendance, s'il y a la confiance avant, je vais oser m'exprimer, je vais oser poser mes limites, je vais oser poser mes frontières, et ça me permet de façon constructive de faire progresser l'organisation. Le problème, dans sa dimension plus pénalisante, c'est quand on devient un hérisson, c'est-à-dire que je vais exprimer mon point de vue de façon agressive, que je vais être en réaction permanente à ce qui se passe, sans être dans une assertivité sereine, ce qui fait que le dialogue va être vite rompu. Donc la capacité à être contre-dépendant est vraiment liée à la capacité de dépendance et à la capacité de chacun de faire respecter ses limites et ses frontières de façon respectueuse. Et là encore, imaginez une équipe, et dans une équipe qui a X mois de vécu ensemble ou années, et là encore, dans cette équipe, un jeune diplômé arrive. Un jeune diplômé qui ne connaît pas forcément le contexte, les clients, etc. Si ce jeune diplômé, c'est un peu une caricature, hein, bon, vous m'excuserez, si ce jeune diplômé se met spontanément en contre-dépendance, je m'oppose, ce n'est pas forcément un bon signe. Ça pourrait être assimilé à de l'arrogance ou de l'égocentrisme ou vouloir prendre sa position de façon peut-être un peu trop offensive, etc., etc.
Au contraire, au bout d'un certain temps, le contexte est connu, les clients sont connus, l'équipe est connue. Ce jeune diplômé ou une autre personne qui se mettrait en contre-dépendance, je ne suis pas d'accord. Ça peut être sain pour l'équipe si la personne a détecté un risque potentiel. Et ça peut aider un fonctionnement en intelligence collective. Donc, il s'agit au bon moment de savoir prendre une de ces postures, même dans un fonctionnement et surtout dans un fonctionnement en intelligence collective. C'est aussi de l'intelligence situationnelle. Dépendance contre dépendance. Et maintenant vient le moment où, OK, il y a de la confiance. OK, on peut se parler des vrais sujets. Mais si on parle des vrais sujets, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités et s'assume dans sa capacité à tenir ses engagements. Et on voit beaucoup ça dans les groupes en intelligence collective. Il y a quelques années, je faisais partie d'un groupe en intelligence collective, enfin plutôt j'étais le témoin d'un groupe en intelligence collective. Et ces gens-là étaient dans « on s'aime ». Et quand on leur disait « mais vous faites quoi ensemble ?» Ben, on s'aime. Et le but, c'était juste d'être ensemble, d'être bien ensemble. Mais l'idée de se remettre en question et de produire quelque chose, parce que pourquoi l'intelligence collective? À quoi ça sert? Est-ce que c'est juste le fait de s'aimer, d'être tous ensemble? Non, c'est au service d'un projet, c'est au service d'une vision. Eh bien, je me suis aperçu que cette notion de « OK, les choses ont été dites, maintenant il va falloir que j'assume, que je me responsabilise pour prendre en charge la part qui m'appartient », sans quoi, eh bien, on voit par exemple des collectifs où il y a des gens qui prennent tellement, ils ont tellement d'indépendance en eux, qu'ils prennent le projet en main, ils y vont, ils font les choses, au point que derrière, il y a des gens qui attendent et qui disent « super, il le fait, il est vraiment gentil, il est vraiment bien », mais en même temps, qui n'assument pas leur indépendance et leur responsabilité dans le projet. Et donc, on peut avoir des conditions générales d'intelligence collective présentes, mais si on n'a pas cette indépendance, je le dis, je le fais. On m'a dit de le faire, j'étais d'accord, j'ai donné mon accord, je le fais. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Et de la même façon, vous reprenez l'image de cette équipe. Cette équipe s'est fédérée autour d'une vision commune, elle connaît le sens de ce qu'elle fait, tout est en place. Si à ce moment-là, comme le dit Jean-François, chacun en présence a cette capacité d'avancer, de partir dans son domaine, d'assumer ce qu'il a assumé, ça va aller très vite, ça va aller exponentiel et les résultats vont être magnifiques. Si au contraire, au niveau de, vous reprenez mon jeune diplômé qui arrive, qui ne connaît pas l'équipe, qui ne connaît pas le contexte, etc., et qui va vouloir faire de son côté ce qu'il a envie de faire, sans avoir conscience qu'il faut une concertation, une coordination, qu'il y a aussi des comptes à rendre, qu'il y a des responsabilités, etc., eh bien, ça peut être un électron libre et ça peut être contre-productif. Voilà. Il y a toujours ce qu'on va faire au cœur d'une certaine équipe n'est pas la même chose que ce que l'on va faire dans un autre groupe ou une autre équipe parce que le contexte sera différent. Alors, il y a de la confiance, on peut se parler des vrais sujets, les gens ont une culture du conflit qui est plutôt positive, et puis les gens s'assument, sont responsables de ce qui se passe, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est prêt pour l'intelligence collective. Parce que beaucoup de gens qui s'assument vont avoir malgré tout des comportements qui sont très autoprotecteurs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des jeux qui sont parfois politiques, qui vont défendre leur place dans l'équipe, qui vont défendre leur place dans l'organisation. C'est-à-dire que ces personnes ne sont pas au service du résultat collectif, ils sont au service de leurs intérêts. Et ça, on le voit, hein, c'est des personnes qui sont tellement indépendantes qu'elles jouent perso, comme on disait quand j'étais petit, quand on joue au foot, tu joues perso. Elles s'assument tellement qu'elles jouent à part. Elles ne sont pas au service du projet collectif et ça devient un vrai problème. C'est ce que nous, on appelle l'interdépendance, c'est-à-dire la capacité à « ok, il y a de la confiance, ok, on peut parler des vrais problèmes, ok, je m'assume et ce que j'assume, c'est au service du projet global. Ce n'est pas juste à mon intérêt. »
Et là encore, ce n'est pas parfait dans toutes les circonstances. La face cachée, la zone d'ombre de cette dimension, c'est qu'à un moment donné, quand un collectif est tellement bien ensemble, ça peut être nous contre les autres. Dans la théorie des groupes, on sait très bien que ce qui peut rassembler des groupes, justement, c'est un danger plus grand. Et bien là, le risque, c'est de rester aussi fermé sur soi et de ne pas s'ouvrir à d'autres, de ne pas intégrer d'autres personnes, de ne pas… Quand vous voyez ces murmurations d'oiseaux, c'est pas un seul bloc, elles se modifient. Il peut y avoir des sous-groupes qui se constituent, ils dansent ensemble quelque part. Donc, c'est vraiment cette capacité à détecter l'interdépendance. Je ne reste pas avec toi simplement parce que je t'aime, comme disait Jean-François, mais c'est parce que par rapport à la tâche qu'on a à faire, au résultat que nous avons à atteindre, à ce moment-là, il vaut mieux qu'on soit fédéré avec telle ou telle personne. Donc là encore, c'est de l'intelligence situationnelle et mature. C'est ça. Et c'est pour ça que Elisabeth et moi, on a créé cet index Me2We. Le projet Me2We commence avec un index qui permet à chacun, et c'est ce qu'on vous propose de faire, ça vous permet de mesurer chacune de ces dimensions chez vous. Vous allez mesurer votre niveau de dépendance, votre niveau de contre-dépendance, votre niveau d'indépendance et votre niveau d'interdépendance. Ce qui permet d'avoir votre profil individuel pour ce qui vous concerne. Et Elisabeth met dans le chat actuellement l'adresse du site où vous pouvez passer ce test gratuitement. Et avec nous, ça vous permet de créer ce qu'on appelle un profil d'équipe. Ça vous permet de savoir qui dans l'équipe est plutôt dans la dépendance, qui dans l'équipe est plutôt dans la contre-dépendance, qui est plutôt dans l'indépendance ou qui est plutôt dans l'interdépendance et comment ça se répartit sur l'ensemble de l'équipe. Donc ça, c'est la première phase. Je te donne la parole juste après, Elisabeth. C'est la première phase de ce qu'on vous propose d'apprendre avec vos clients. Ah, il y a une entrée, excusez-moi. Oui. Et de… je ne sais pas, c'est un numéro. Bonsoir. Bon, on verra qui arrive. Et donc, d'offrir à vos clients la possibilité de se situer sur cette échelle pour eux-mêmes et de débriefer en entretien individuel ce que ça signifie. Et en même temps, d'offrir à vos équipes ou aux équipes que vous accompagnez ce profil d'équipe pour pouvoir discuter entre eux et faire des ponts entre ce profil d'équipe et les problématiques qu'ils rencontrent. Donc, vous les avez compris, les problématiques qu'il y a derrière, c'est dans la dépendance, c'est la confiance. Dans la contre-dépendance, c'est la capacité à poser les vraies problématiques de façon assertive. Dans l'enjeu de l'indépendance, c'est la capacité à s'assumer et à être responsable de son rôle, de ses missions et de ce qu'on a à faire. Et ensuite, c'est la capacité à être au service d'un résultat collectif et pas juste de ses propres enjeux. Quand vous reprenez ces 4 dimensions, vous avez résolu en gros 90% des problématiques des équipes qu'on rencontre. Comme le disait Jean-François, en débriefing individuel, chaque personne a ainsi la capacité de prendre conscience et de partager là où elle a des difficultés pour X raisons, un axe d'amélioration, etc. Ensuite, quand avec l'équipe, vous débriefez en regard du profil collectif, ça permet aussi à chaque personne de prendre conscience de l'axe, déjà des forces qu'elle apporte au collectif, il y a ça aussi, et de ses axes d'amélioration à titre individuel. Il y a 2 semaines, ce profil a été fait auprès d'une équipe qui avait vraiment un manque de cohésion, des non-dits, caricature, c'est un peu classique. Et en débriefing, avec certaines personnes, c'était non, mais le problème, ce n'est pas moi, c'est eux, c'est à l'extérieur. Donc, forcément, ça ne va pas marcher. Il n'y a pas d'intelligence collective s'il n'y a pas de dimension individuelle. Et si les personnes n'ont pas la capacité à se remettre en question individuellement, on met quand même assez facilement le doigt sur les sources de dysfonctionnement. Alors, et puis, ça permet de se rencontrer. Ça leur permet donc de se rencontrer, aussi de mieux se connaître. Et c'est là où, en tant que facilitateur, 2 points.
deux choses. Il y a vraiment une responsabilité au niveau de la sécurité du cadre, de comment vous soutenez le collectif au moment où ça se produit, et passer justement par la dimension somatique dont nous allons vous parler, facilite beaucoup les choses parce que ça, c'est très ludique, c'est très fun, ça apporte un peu de joie, de légèreté et un autre moyen de prise de conscience que rester bloqué dans sa tête. Alors, pour que ce soit un peu plus concret pour vous, je vous propose de quitter votre chaise. Allez, si vous pouvez. Vous pouvez. Sinon, rester assis, ça marche aussi. Je vais juste amener mon micro un peu plus par là pour que vous puissiez m'entendre. Et comme Elisabeth et moi, on vous l'a dit, la deuxième étape, une fois que vous avez offert à vos clients ce questionnaire et ce profil diagnostique de l'équipe selon les 4 dimensions, nous allons ensuite leur proposer sur 1 ou 2 jours un séminaire qui va leur permettre de vivre ces dimensions. Alors, le but, c'est de vous apprendre cela lors de la formation des 12 et 13 mars prochains, mais l'idée, c'est que vous sentiez ce que ça veut dire. On va prendre juste un sujet qui est intéressant, qui est souvent celui de la contre-dépendance. Et la contre-dépendance, c'est par exemple la capacité à dire non, la capacité à dire stop. Quand il y a un problème, ah non, non, il ne faut pas aller plus loin, stop. La capacité à dire attendez, non, non, mais attendez, il y a un problème, il faut qu'on en parle. Donc, ça, c'est des mots. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est si je vous demandais de laisser venir le geste qui exprime non. Et je vous invite à le faire comme ça et à le laisser venir. Voilà, et vous pouvez même rajouter à haute voix, puisqu'en plus vous avez les micros fermés, non. Non. Et où est-ce que vous le sentez dans votre corps aussi? Voilà, et sentez ce qui est en train de se passer, par exemple. Est-ce que votre tendance, c'est ça? Non. Ou est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que vous sentez le bras est extrêmement tendu, il est raide, la main est raide, le poignet est raide, les doigts sont raides? Ou est-ce que le bras est souple, le poignet est tonique, les doigts sont toniques, sans tension excessive? Et je vous invite à sentir ce que c'est maintenant de dire non depuis ce non. Et comment la façon de dire non joue aussi sur la tonicité du bras. Non. Ça joue aussi sur le type d'énergie que vous mettez derrière. Est-ce que c'est de la colère, du rejet, de l'affirmation, de l'alignement, de la certitude? Exactement. Et là, c'est la différence entre quelqu'un qui est assertif et quelqu'un qui est un hérisson épidermique. Et est-ce que ma main, elle est sur le côté ou est-ce que ma main, elle est vraiment en face? Est-ce que j'assume que c'est vraiment en face? Qu'est-ce que fait mon autre main là? Est-ce qu'elle est détendue, relâchée ou est-ce qu'elle exprime aussi une certaine tension? Et est-ce qu'elle est destinée à vous protéger, vous, de l'autre, des autres, ou est-ce que c'est juste pour mettre une limite aux autres? Comment est-ce que vous l'orientez? Ressentez la différence. Et je vous propose maintenant de contraster ça. Revenez au non de départ. Non, avec cette rigidité, cette tension, cet excès de tonus musculaire, et ensuite de repasser à quelque chose de plus non. De sentir que vous gardez l'enracinement tout en gardant la souplesse. Quand vous faites cet exercice à des personnes qui sont en équipe, le nombre de sourires que ça génère, quand certains disent « Oh, mais ça, c'est toi ». Quand on vient te voir et que tu dis non, c'est non. Et de sentir avec son corps qu'on peut dire non sans excès de pression, sans excès de tension. Et comme le disait Elisabeth, non pas pour attaquer l'autre, mais pour poser une limite ou poser une frontière,
c'est beaucoup plus puissant que de dire juste comment se passe la gestion des conflits dans cette équipe. À titre d'exemple, une des dernières équipes que j'ai accompagnées en ce sens a réalisé par l'exercice qu'elle ne posait pas assez de limites. C'est une équipe de fonction support transverse, qu'elle ne disait pas assez non à leurs différents partenaires. Et cette équipe était totalement noyée et une personne frôlait le burn-out. Et c'est par cette dimension somatique, par ce petit atelier ludique, que la prise de conscience a eu lieu. Vous l'avez compris, l'enjeu de ce travail, c'est de passer de « on en parle » à « on le vit » et on tire les enseignements, on fait des ponts entre ces 4 dimensions et la réalité de notre équipe. Comment ces enjeux de confiance impactent notre équipe? Comment ces enjeux de conflit ou d'absence de conflit ou d'harmonie superficielle impactent notre équipe? Comment le manque de responsabilité et de redevabilité par rapport à nos engagements impacte notre équipe? Comment le fait d'être centré sur nos petits enjeux personnels et non pas sur les résultats collectifs, et quand vous réunissez différentes BU, ça peut vraiment avoir du sens, impacte notre collectif et nos résultats? Eh bien, grâce aux tests, grâce aux séminaires, ça crée des prises de conscience qu'on accompagne en facilitant pour aller jusqu'à des plans d'action qui permettent à nos clients de faire évoluer la dynamique de leurs équipes. Alors, nous arrivons bientôt à la fin de ce webinaire, l'occasion de revenir à vos questions de départ avant de débriefer. Donc, pas d'autres questions, si vous en avez d'autres. Donc, Karim, j'espère que la présentation a pu démontrer l'utilité du modèle par rapport à ce que vous nous demandiez tout à l'heure, ce que tu nous demandais tout à l'heure. Les clés pour être un bon facilitateur, outils, modèles et postures, en voilà une, Hugo. Oui. La nôtre, c'est vrai que nous faisons appel beaucoup à l'intelligence du corps parce que l'intelligence surtout expérientielle, parce que c'est un style de facilitation, il y en a plein d'autres, mais ça nous parle parce qu'encore une fois, offrir cette expérience à nos clients nous semble beaucoup plus puissant que simplement d'en parler. Et encore une fois, ça relie vraiment la dimension, si on caricature, cerveau gauche et cerveau droit, où vous avez une dimension plus cognitive avec le test en ligne à remplir, à faire remplir, etc. Donc, c'est assez cartésien, entre guillemets. Et puis, dans le débrief, il y a pas mal d'échanges. Donc, on commence à se mettre en mouvement. Et par le corps, voilà, là, on est plus dans la prise de conscience, sensibilité, l'intelligence émotionnelle, etc. Et par rapport à ces questions sur le parcours de facilitateur, on commence aujourd'hui avec Jean-François par proposer ces modules, une boîte à outils. En fait, bien souvent, les personnes en formation de facilitateur ont besoin de boîtes à outils. Et on préfère commencer aujourd'hui par des outils assez simples, concrets, opérationnels, parce que déjà, à travers l'outil, on augmente sa posture de facilitateur et ou de coach et ou de formateur, etc. C'est beaucoup plus concret, on va dire. Par rapport à la question, l'élément le plus innovateur et disruptif de la démarche, la manière de le mettre en œuvre, je crois que c'est un dispositif, Christian, qui est intégré, comme je le disais, avec questionnaire, résultats, diagnostics, séminaire d'accompagnement pour débriefer le questionnaire et l'approche somatique qui permet d'engager les participants avec un vrai vécu qui leur permet de faire des ponts entre eux individuellement, les situations que vivent l'équipe et les objectifs qu'ils cherchent à atteindre ensemble. Globalement… Pardon, excuse-moi. Il y a aussi le fait que, comme vous allez le voir, le profil individuel est en open source, il est libre de droit, il n'est pas payant. On a voulu avec Jean-François
faire quelque chose qui touche un maximum de personnes le plus facilement possible. Et j'avais un échange aujourd'hui avec un facilitateur en fonction de vos outils, de votre background, etc. PNListe, communication non violente, analyse transactionnelle, vous pouvez être assez à l'aise en ayant suivi ce webinaire pour utiliser le profil individuel tel quel. Donc, bien sûr qu'après, le modèle économique doit évoluer pour nous, c'est-à-dire que le profil collectif n'est pas libre de droit comme ça. Mais en tout cas, déjà en ligne, faites-le, vous devez pouvoir en retirer quelque chose. Voilà. Donc, c'est aussi notre cadeau à vous pour avoir été présent aujourd'hui. C'est non seulement vous allez pouvoir passer ce test gratuitement parce qu'on a voulu qu'il le soit. Vous allez aussi voir que dans ce test, vous allez recevoir un rapport de 11 pages qui vous aide à comprendre encore un peu mieux ce modèle. Donc, vous allez avoir aussi une trace écrite pour bien comprendre toutes ces dimensions et leur articulation entre elles. Et puis, Elisabeth et moi, nous avons programmé donc une formation pour des facilitateurs et des gens qui veulent se former à la facilitation, et qui ont lieu les 12 et 13 mars prochains pour vous permettre, sur Paris, pour vous permettre d'offrir cela directement à vos clients. En fait, le but, c'est vous allez vivre pendant 2 jours ce que vous allez faire vivre à vos clients, de façon à pouvoir le vivre, poser les questions et ensuite avoir la méthodologie pour l'emporter chez vos clients. Et on pourrait dire, c'est fait pour vous. Vous n'avez plus qu'à reproduire. L'accès au questionnaire, vous l'aurez. Parce que vous avez fait la formation, vous aurez accès à un profil d'équipe. Et ensuite, vous aurez juste à déployer le séminaire tel que nous, on vous l'aura fait vivre, tel que vous l'aurez compris grâce à vos questions, pour pouvoir en faire un produit, entre guillemets, à offrir et à suggérer à vos clients. Alors, Christian me dit que c'est un dimanche et un lundi, c'est vrai? Oui. Oui, parce qu'on a on a fait un sondage auprès de managers, de coachs, de facilitateurs et on a essayé de trouver la solution qui puisse convenir le plus aux uns et aux autres. En semaine, c'est compliqué pour beaucoup. Le week-end, c'est compliqué pour beaucoup. Voilà. C'est la voie du milieu, Christian. Elle est pas tout à fait satisfaisante, mais pas tout à fait frustrante non plus. Mais si tu viens samedi, comme ça, tu profites du samedi à Paris. Voilà. Et donc, le deuxième cadeau, je disais, c'est qu'on a créé un Early Bird pour vous ce soir, pour ceux qui veulent y participer. Si ça vous intéresse, eh bien, on vous propose de prendre contact directement avec nous. Le Early Bird a lieu jusqu'au 31 janvier, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si ça fait partie de votre projet. Et on présentera aussi cet atelier, mais court, en 1 heure, au congrès NLPNL qui a lieu à Paris aussi le 28 janvier, où il y a Michael Hall, donc la modélisation, les facteurs de succès, etc. Ça peut être aussi très intéressant. Donc, ça serait aussi un moyen de goûter un petit peu plus, en tout cas, la dimension somatique. Voilà. Oui, moi aussi. Ouais, c'est vrai. C'est plus sexy quand même. Et non, mais pour beaucoup, c'est aussi parce que c'est l'occasion d'aller en vacances et de prendre un jour avant. Tu vois, si tu vois, dimanche, lundi, tu peux y aller soit le samedi pour profiter du week-end, soit rester jusqu'au mardi pour rester un peu plus. C'est vrai, finalement, c'est bien comme ça. Oui. Voilà ce que Elisabeth et moi, on avait envie de partager avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait peut-être, dans le temps qui nous reste, une dernière question qui vous vient ? Ou un retour, ou un commentaire, ou une réaction par rapport à ce qu'on vient de partager avec vous? Moi, je vous remercie de votre webinaire. Et puis, je vais essayer le test ce soir. Super. Après, on aura l'occasion de discuter ensemble. Ok, avec plaisir. J'ai l'impression, Faten, que ton projet, il est d'être facilitatrice de façon générale, pas juste MeTooWe. Et on n'en parle pas pour créer de la confusion ce soir, mais on a un programme de facilitateur de 6 jours qui démarre en septembre. D'accord.
Ok. Et c'est ce que ces petits modules, boîte à outils, viennent compléter ou anticiper en tout cas ce parcours de façon assez concrète. Ce qui démarre en septembre, quelque part, c'est la cerise sur le gâteau. Et il y a le MOOC aussi que nous avons co-construit avec Robert Dils et Michael Amey de l'Institut Repère à Paris, qui est gratuit, qui est en ligne, et où nous avons voulu aborder un petit peu l'intelligence collective dans toutes ses dimensions. Il y a plusieurs niveaux d'intelligence collective et la collaboration générative, c'est quelque part, c'est le Graal, quoi. Donc, c'est bien aussi de s'outiller avant. Enfin, on s'est rendu compte que c'était là les principales difficultés des personnes en formation. D'accord. Voilà. Merci Faten, merci de ta présence. Merci à vous. Merci. Merci à tous les deux également, je me permets. Merci. Hugo. Merci Hugo. Voilà, merci pour cette mise à disposition gratuite du test et puis de ce webinaire. Ça me permet de me nourrir et puis d'apprendre toujours et encore. Et c'est pas fini. Ah non, j'espère pas. Merci. Merci de ta présence, Hugo. Voilà, donc avec joie de répondre à vos questions si vous en avez dans les jours qui viennent, où il y aura d'autres webinaires avant la formation. Et puis voilà, de rester en contact, bien sûr. Merci beaucoup pour votre présence. C'était un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir. Bye bye. Bonne journée. Bonsoir à tout le monde. Merci.